à la suite de la découverte d'une caisse de documents par notre collègue journaliste Normand Lester. Lester et son co-auteur Robin Philippot qui ont épluché les nombreux documents et ça nous permet de conclure qu'Option Canada a dépensé plus de 5 millions de dollars pour augmenter la visibilité du fédéral à l'aube du référendum de 1995. Là où le bas blesse, c'est qu'il y a 5 millions de dollars qui avaient déjà été dépensés par le comité du non. C'est donc dire qu'il y a 5 millions de dollars en trop, selon la loi québécoise. Alors, le livre également souligne, Isabelle, l'implication de plusieurs libéraux. On parle notamment de Lisa Frula, qui à ce moment-là était vice-présidente du comité du non, de son conjoint, André Moreau, qui s'occupe de communication. Il y a une firme de communication. On parle aussi de Pierre Petitgrou et de Claude Dauphin, qui était à ce moment-là président d'Option Canada. Conseiller de Paul Martin. Et voilà. Et maintenant à la Ville de Montréal. Alors, selon les deux auteurs, maintenant, c'est impossible pour ces gens-là de dire que ça n'existe pas parce qu'il y a des preuves à l'appui. Je vous laisse entendre tout de suite Normand Lester. Pourquoi ces gens-là, en 97, lorsqu'ils ont consulté que les documents étaient disparus, pourquoi ne pas avoir appelé la GRC à ce moment-là en disant, écoutez, il y a 5 millions de dollars, on n'a pas de pièce justificative, on ne sait pas comment ça a été dépensé, on veut une enquête tout de suite. Et tout à l'heure, Normand nous annonçait qu'il va y avoir enquête parce que demain matin, il va porter la caisse de documents. C'est assez fabuleux quand même qu'il ait trouvé cette caisse de documents. Il va les porter au bureau de Sheila Fraser. Et on va commencer à éplucher ça et sans doute faire la lumière que les libéraux ne veulent pas qu'on fasse. Et cet après-midi, déjà, on sait que Option Canada, avec ses fonds, a payé des bénévoles, ce qu'on appelle des bénévoles. Généralement, les bénévoles ne sont pas payés, mais les bénévoles du camp du non, eux, étaient payés pour une somme avoisinant les 300 000 $. C'est aussi Option Canada qui a réglé la facture des soirées de lancement et de clôture de la campagne référendaire, un beau petit montant de 100 000 $. Alors, effectivement, les deux auteurs demandent la tenue d'une enquête publique, une enquête qui ne se tiendra pas du côté d'Ottawa, mais de Québec. C'est ce que exigent maintenant les deux auteurs à la lumière de leur ouvrage. Je vous laisse entendre M. Philippot. La gravité de ces choses-là mérite qu'il y ait une commission d'enquête publique faite au Québec. Au Québec. Pas seulement par le gouvernement canadien qui ferait tout, à mon avis, pour gommer l'histoire. Alors le directeur général des élections avait déjà tenté, lui, de faire ce travail-là. Mais il manquait les documents. Voilà. Et là, ils sont retrouvés. Alors déjà, cette caisse-là, une copie de tous les documents a été acheminée cet après-midi au directeur général des élections. Alors on voit déjà là, que tout se met en branle. Merci beaucoup, Étienne. À plus tard. Daniel Joannette, d'ailleurs, va nous parler de ses réactions, Daniel, ou plutôt des non-réactions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y a peut-être juste Jean Lapierre, une chance qu'il est là. On va quasiment s'en ennuyer plus tard. Effectivement, nous, ce qu'on a tenté de faire, c'est d'aller chercher des commentaires, des réactions des principaux acteurs qui étaient là en 95 et depuis, qui sont dans l'arène politique. Alors, on a commencé par Daniel Johnson, que vous apercevez, ça c'était en 94. Daniel Johnson, qui était tout de même chef du Parti libéral, dans l'opposition, et président du comité du non. Mais pas de commentaire. Il était dans la région de Sherbrooke, puis apparemment pas capable de se rendre disponible. Lisa Frula, oui, qui était vice-présidente du comité du non à l'époque, pas de commentaire. Pas de commentaire non plus de Michel Dupuis, alors ministre du patrimoine canadien. Et surtout pas de commentaire de Claude Dauphin, proche de Paul Martin, qui fait la manchette. Il est censé émettre un communiqué au cours des prochaines minutes. Il est maintenant à la Ville de Montréal. Il œuvrait au sein d'Option Canada, à titre, dit-il, de président honoraire, mais il aurait reçu des sommes. Pas de commentaire de Denis Coderre, Sheila Cobbs, Pierre Petitgrou, qui dit qu'il veut lire le livre avant de commenter. Donc, vous voyez, il y a une série de gens comme ça qui ont refusé de commenter, sauf Jean Lapierre, qui a commencé par dire que cet ouvrage était un ouvrage plus un éditorial que rapportant des faits nouveaux. Et il a tenté de discréditer les deux auteurs, à commencer par Normand Lester. On va l'écouter. C'est évident que les auteurs ont produit le livre à ce moment-ci pour avoir le maximum d'influence sur la campagne et probablement sur les ventes. M. Lester est un résident du comté d'Outremont et nos pointages nous indiquent qu'il n'est certainement pas un supporter libéral. Mais est-ce que ça ne rend pas les choses légales, ce qui a été fait? Il n'y a rien qui vous semble suspect dans ce qui a été révélé, présenté ce matin? Ce n'est pas à moi à juger parce que je ne sais pas le moment où les dépenses ont été faites. D'ailleurs, les deux auteurs en conférence de presse ont dit que c'était de la responsabilité du directeur général des élections de tirer ces conclusions-là. Ce n'est pas à moi. Je ne suis pas un expert comptable dans ça.
Alors, le mot qu'a voulu répéter Jean Lapierre, c'est de dire c'est au directeur général des élections de faire enquête, s'il juge qu'il doit faire enquête, et on va le réentendre. C'est pas parce qu'on aurait payé une facture durant la période référendaire que ce serait une dépense effectuée durant cette période-là. On va l'écouter. On l'écoute. Le problème que je vois, c'est que cet argent a été transféré à un organisme, une corporation sous égide provinciale qui devait être couverte, j'imagine, dans ses activités pendant la période référendaire, sous le parapluie. Et là, il faudra voir si les dépenses engagées ont été faites pendant la période référendaire ou avant. Un chèque émis pendant la période référendaire, vous, est-ce que vous émettez ou vous faites votre facturation et vous émettez le chèque la journée même? Moi, d'habitude, je prends 30 jours pour payer mes factures. Maintenant, ça, ce n'est pas à moi de déterminer ça. Ce sera au directeur général des élections. Et en terminant, Isabelle, il n'y a pas eu de commentaire de tant de Paul Martin, Gilles Duceppe, Jack Layton, qui vont commenter fort probablement après le débat, mais le je ne vais débat pas de être ce soir, perturbé par tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel Je vous en Joël. prie. Et avec Nathalie Roy, Nathalie, on fait le suivi, bien sûr, de toute cette histoire parce que ce soir, il y a ce fameux débat des chefs en anglais. Et on sait déjà peut-être que Gilles Duceppe risque de brandir. Il va poser des questions là-dessus, mais il va brandir le fameux livre. Absolument, mais il n'y a pas seulement le livre, l'excellent livre de Normand Lester, il y a les sondages aujourd'hui. Les sondages assez dévastateurs. Écoutez, depuis la semaine dernière, ça continue de montrer une poussée des conservateurs au détriment des libéraux. D'ailleurs, le dernier sondage qui a été publié à 14 h cet après-midi, le sondage que vous voyez, c'est le sondage CEPAC de la chaîne parlementaire, donne encore une fois une avance aux conservateurs. Cette fois-ci, une petite avance de 3 points. Cependant, donc le Parti conservateur récolte 34 des intentions de vote contre 31 pour le Parti libéral, 17 pour le NPD et 11 pour le Bloc québécois. Naturellement, il faut dire que c'est un sondage à la grandeur du pays. Oui. Le Bloc est toujours premier au Québec. Mais Isabelle, il y avait un autre sondage ce matin, un sondage publié plus tôt pour le compte de CTV. Et celui-là donnait 8 points d'avance aux conservateurs. C'est le sondage le plus important jusqu'à présent. 37 des intentions de vote pour les conservateurs contre 29 pour les libéraux. Alors, vous devinez qu'on se prépare de tous les côtés pour le fameux débat de ce soir, le troisième. Il sera en anglais. C'est un débat assez comme les autres, une série de questions-réponses programmées. On n'a pas modifié ça, Nathalie. On disait que c'est plutôt du monologue. Assez drabe, assez beige comme le décor. Quelques petites modifications à peine dans les durées et un droit de réponse si on est attaqué personnellement. Reste à voir comment ça va s'articuler. Ceci dit, les chefs se préparent. Et là, je vais vous montrer des images qui ont été tournées ce matin. Les gens voient rarement ça. C'est une session de travail du Bloc québécois. Le Bloc est enfermé dans un hôtel à Montréal avec les stratèges, des conseillers en communication, des conseillers en recherche, des chefs de cabinet, chefs adjoints, conseillers spéciaux. Et là, on est là aujourd'hui pour préparer Gilles Duceppe à probablement reviser tout ce qui pourrait être abordé durant le débat de ce soir, qui sera en anglais, je vous le répète. Rien n'est laissé au hasard. Tout est minuté. Alors, voici un extrait de ce qu'on fait pendant cette séance de travail. Mais là, ce que tu vois aussi, là, en arrière, ici, on a le déroulement au complet, là, pour le débat d'anglais, les ouvertures. Puis ensuite de ça, ben, par thématique, c'est la même chose que la dernière fois, avec la modification du 3 minutes là, à la fin, qui est réservé dans un bloc. Ensuite de ça, les thématiques. On est sûr d'avoir 3 minutes. Il y a 6 minutes par segment de relance, en tout. Il y a un 3 minutes qui est gelé à toute fin du segment. OK, puis il y a un 3 minutes qui peut utiliser n'importe quand. C'est ça. C'est ça la différence. C'est intéressant de voir ça, Nathalie. Il n'a pas l'air trop nerveux, Gilles Duceppe. Non, on l'a mais dit là, un peu vous savez... fatigué, mais c'est Paul Martin qui devrait s'inquiéter beaucoup parce qu'en fait, c'est lui qui doit tout montrer. C'est lui qui a le plus à perdre ouais. et tout à gagner. Les observateurs de la scène politique disent qu'aujourd'hui et demain, ce sont les 2 journées les plus importantes pour Paul Martin. Pourquoi? Pour essayer de stopper cette chute dans les sondages, cette hémorragie. Et il devra et il va s'attaquer carrément au Parti conservateur, à Stephen Harper, et aux divergences d'opinion de ces 2 partis-là. Alors, reste à voir. Débat en anglais, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est en français demain, le dernier. Ah, c'est demain, donc. Oui, en français, c'est demain. Merci beaucoup, De Nathalie. rien, Isabelle. On va rejoindre tout de suite Richard Cléroux, notre chroniqueur politique à Ottawa. Bonjour, Richard. Salut, Isabelle. Alors, bon, je vais vous poser la question que je pose au public aujourd'hui, et je me doute déjà de la réponse, Richard. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de dire sur les sondages dévastateurs de Paul Martin, le livre de Normand Lester, Les secrets d'Option Canada, est-ce que finalement, tout ça, là, ça ne va pas rentrer dedans Paul Martin, puis finalement sonner le glas pour le chef du Parti libéral? Pas vraiment, parce que le livre, c'est du monde qui sont intéressés à lire le livre. Pourquoi? Pour les faits qui sont révélés.
Mais le monde a déjà décidé, puis ils ne décident pas basé sur un livre. Donc, pour C'est-à-dire vous, que- les gens ont décidé.